Nous sommes des êtres humains et on ne peut pas réduire la complexité, l'intériorité et la poésie de quelqu'un à un aspect de lui-même, que ce soit physique ou mental ou même fonctionnel. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre ? Et si en fait, on était tous prisonniers ? Enchaînés à ce qu'on connaît, on vit comme on peut des situations qui ne nous conviennent pas forcément. On ne s'interroge pas vraiment, c'est juste que instinctivement, on va vers ce qu'on a toujours connu, voilà tout. Mais dans ce cas-là, sommes-nous vraiment conscients de qui nous sommes vraiment ? De ce qui nous plaît vraiment ? Et puis, il y a celles et ceux qui en souffrent carrément, de ce quotidien qui les ronge. Ils et elles font semblant, et elles se cachent, ils étouffent dans l'ombre d'une fausse identité. Alors aujourd'hui, on commence par libérer la parole pour déconstruire des situations façonnées par des injonctions sociétales et des habitudes ancestrales. On ouvre les oreilles pour ouvrir les esprits, on s'interroge pour prendre conscience. Comment on fait pour se sentir libre ? Se libérer de la peur, du regard de l'autre, des codes, du genre, se libérer des injonctions relatives à la sexualité, se libérer d'hier et de demain, se libérer de son corps. Autant de libérations abordées avec Aïcha, Arnaud et Abby Beach. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, tu es co-créateur du produit pour les boucles You Are So Curly et c'est comme ça qu'on t'a rencontré. Tout à fait. À travers cette co-création de ce produit, on a appris à te connaître et à connaître vraiment tout ce que tu fais. Et tu fais plein de choses. C'est vrai. Tu as récemment quitté ton travail, si je ne dis pas de bêtises, pour mener à bien plusieurs projets de vie. Sur scène, on t'appelle Ginger Fluid. C'est ça. Ou juste Ginger, je crois. Ça dépend. Dans la vie, c'est Arnaud ou Ginger aussi d'ailleurs. C'est vrai, mes amis. Certains de mes amis m'appellent Ginger. On t'invite aujourd'hui pour que tu nous racontes un petit peu plus ton histoire et de quoi tu t'es ou tu te libères au quotidien. Et pour ça, j'ai une première question à te poser qui n'est pas forcément des moindres, mais c'est quoi pour toi te sentir libre ? Merci de me donner la parole d'abord. Et en effet, la liberté est une valeur et un désir qui vibre beaucoup avec moi depuis de nombreuses années. Je me suis toujours senti très libre, mais au début surtout dans ma tête, parce que très tôt j'ai senti que j'étais différent. Et très tôt j'ai aussi senti que cette différence pouvait poser problème. Et donc malheureusement ou heureusement, tout ce que l'on vit ne sont que des expériences qui nous construisent et nous amènent à être la personne que nous sommes aujourd'hui. Et je suis assez content de la personne que je suis aujourd'hui. Donc finalement, heureusement, je sais pas, j'ai dû porter des masques et jouer des rôles depuis tout petit pour cacher cette différence et pour rentrer dans les cases et les moules dans lesquels on voulait me faire rentrer, ou en tout cas pour moins déranger que ce que j'aurais pu déranger les grandes personnes, tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs je dis souvent que j'ai toujours été acteur, et c'est aussi pour ça que maintenant j'ai décidé d'intensifier ma formation théâtrale. Et en effet, j'ai quitté mon travail il n'y a pas longtemps pour vivre ma vie d'artiste et prendre le temps d'aller finalement à la rencontre de moi-même et me libérer. Se libérer, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire se libérer de façon assez classique, on va dire, et ce qui résonne beaucoup avec le monde qui nous entoure aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire se libérer de la société, se libérer des cadres, des normes, des codes, se libérer de ce que du coup l'autre attend de nous. Donc se libérer quelque part du regard des autres. Mais c'est aussi et surtout se libérer de notre regard à nous-mêmes, puisqu'en fait, quand on s'interdit des choses sous couvert du regard des autres, en fait, c'est notre regard à nous, sur nous-mêmes, qui nous freine, qui nous emprisonne. Et moi, c'est de ça dont j'ai commencé à me libérer. Comment dire ? J'ai commencé à vivre plus simplement, plus librement, à m'amuser beaucoup plus au quotidien avec les codes, avec ma façon de m'habiller, ma façon de sortir dans la rue. Et petit à petit, je dirais que je suis devenu le directeur artistique de ma propre vie, que je mets en scène. Et quand je sors dans la rue ou quand je parle avec quelqu'un, je vais toujours essayer de faire en sorte que ce soit une occasion de faire passer un message avec beaucoup d'humilité, parfois de sensibiliser, de partager des choses que moi j'ai apprises ou que j'ai l'impression
l'impression d'avoir comprises. Je n'irai pas jusqu'à dire éduquée, puisque je travaille encore ma légitimité là-dessus. Mais voilà, je pense que se libérer, c'est aussi le pont vers libérer les autres. Puisque la façon dont je vais sortir dans la rue et croiser des gens permettra peut-être à ces gens-là d'ouvrir leur esprit, d'être plus tolérants, d'être davantage dans l'amour et la compréhension, en tout cas d'arrêter d'avoir peur, et potentiellement inspirer quelqu'un par cette liberté-là, c'est-à-dire qu'un enfant, quelque part, auquel je m'identifierais volontiers il y a quelques années, trouve, osons le mot, ce modèle dont moi j'ai manqué personnellement. Et justement, tu parles de personnes, d'un impact sur les autres, finalement. Est-ce que toi, tu as pu bénéficier de cet impact-là d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent, qui t'aident à te libérer? Ou c'est vraiment plus une démarche personnelle? C'est quoi ta recette magique? Ma recette magique, c'est vraiment de m'inspirer des autres, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent énormément et qui m'ont, et je leur ai dit même à certaines d'entre elles, pour celles qui sont vivantes et que je côtoie, je leur ai dit, notamment quand j'ai quitté mon travail et que, ou même quand j'ai commencé à m'affirmer davantage, je leur ai dit que c'était en partie grâce à elles. Je pense à certaines femmes transgenres notamment que j'ai la chance de connaître, comme la DJ Oni Dijon ou l'actrice et modèle Lena Bloom, avec qui j'ai travaillé et avec qui j'échange régulièrement, mais comme aussi d'autres personnes qui appartiennent à la communauté ballroom, qui sont d'ailleurs des personnes parfois transgenres, parfois non-binaires, parfois cisgenres, et qui elles aussi vivent avec cette valeur-là de la liberté, et qui sont souvent des artistes, et qui prônent en effet ce message de créons nos vies, créons nos opportunités, créons nos espaces de créativité, créons nos espaces de sécurité, protégeons-nous nous-mêmes, des autres et de nous-mêmes, et vivons finalement aussi plus simplement, librement. Parmi toutes ces personnes qui m'inspirent, il y a aussi et surtout le DJ Kid Ismail, qui est une figure française de la liberté, de la scène, de la musique. Et Kid Ismail, notamment, en tant que figure parentale de la House of Gucci, crée à Paris, et on a tous beaucoup de chance que cela existe, des espaces de sécurité, des espaces de création, de créativité, d'expression, notamment que ce soit des balls ou d'autres, et avec également d'autres personnes notamment. Mais la dernière à laquelle j'ai assisté, c'était organisé par Kid Ismail. Et vous devriez voir l'énergie qu'il y a, cette liberté, cette sincérité, et vraiment cette explosion de créativité, parce que là, dans ces endroits-là, tout est possible. Tout est possible pour qui, parfois, rien n'est possible en dehors de ces lieux. Et donc ça vient aussi, évidemment, faire un lien très évident et immédiat et pas dramatique, mais en tout cas problématique sur la politisation, l'aspect politique de la liberté et sur la conscientisation qui a commencé, mais qui n'est pas encore arrivée, je crois, à terme. Et notamment, c'est vrai que je crois, en tout cas moi, je sais que j'essaie de m'instruire, j'essaie de m'éduquer moi-même, j'essaie de lire, j'essaie de comprendre, j'essaie de confronter mon avis à celui des autres. Et je sais que, pour parler encore une fois de Kid Ismail, il fait preuve d'une très grande générosité, il partage beaucoup de choses, il simplifie, il synthétise beaucoup de choses, de livres qu'il a lus ou de messages importants. Et justement, tu as évoqué à plusieurs reprises le fait de l'acting, le fait d'être directeur artistique de ta propre vie. Donc tu as quitté récemment ton travail pour créer ta propre boîte de prod et vivre dans le monde du spectacle vivant. Pourquoi le spectacle vivant ? Le spectacle vivant, c'est apparu un peu comme une évidence pour moi, puisque, comme je le disais, j'ai eu l'impression d'avoir toujours été acteur, et donc de mettre en scène ma vie, et j'ai toujours adoré me déguiser ou faire des spectacles ou des pièces de théâtre. Dès tout petit, quand on apprenait à lire à l'école, j'avais été très vite assigné à la voix de la sorcière dans les contes, notamment de la sorcière de la rue Mouffetard, parce que je prenais une voix spéciale, et donc je faisais rire toute la classe. Et je crois que si je me rappelle, l'un de mes premiers souvenirs de spectacle vivant, finalement, c'était vraiment ces rires des autres enfants de la classe qui me galvanisaient. Et après ça, j'ai mis du temps à finalement m'y adonner complètement, mais l'art et les artistes ont toujours eu une place importante dans ma vie et sont toujours rentrés par des portes que je ne soupçonnais pas. Et donc j'ai fait notamment aussi un peu de drague. J'ai fait aussi d'autres... j'ai aussi chanté un peu, j'ai aussi pris la parole d'autres façons artistiques, organisé des spectacles parfois privés, parfois publics. Et est-ce que quand tu es sur scène, par exemple, quand tu performes, tu te sens plus libre ?
là est la mise en abîme incroyable de la liberté du spectacle vivant, car on va sur scène pour se sentir libre, pour être qui l'on veut, et en fait on sacralise tellement la scène qu'on a le trac, qu'on stresse, que finalement après on se dit ah là là, on est sur le résultat, alors qu'il faut pas être sur le résultat, il faut être sur le process. Donc en fait finalement on s'enferme dans ce qui peut devenir parfois une prison. Mais c'est vrai que quand la magie opère et qu'on arrive vraiment à lâcher le mental et à aller sur scène sans penser aux résultats, mais juste pour s'amuser, être qui l'on veut, et parfois avant même de monter sur scène, on ne sait pas qui l'on va être dans certains exercices d'improvisation notamment. Là, c'est incroyable. Et là, c'est vraiment la liberté même, et même, il se passe quelque chose, en tout cas me concernant, qui parfois tient de l'incompréhensible, c'est qu'après, j'oublie quasiment l'intégralité de ce qui vient de se passer, tellement j'étais dans l'instant présent. Et surtout, il y a aussi le fait que tout le monde pense que faire du théâtre ou faire du cinéma, monter sur scène, c'est mettre un masque pour être quelqu'un d'autre, alors que c'est l'inverse, c'est se mettre à nu, c'est aller chercher à l'intérieur de soi ses expériences, ses blessures, ses émotions pour les revivre. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut être prêt à les revivre pour après les appliquer sur un texte ou sur une relation ou sur une poésie. Et sur scène, tu es Ginger Fluid. Oui, ça m'arrive d'être Ginger Fluid sur scène. C'est qui? Tu nous en parles? Comme je le disais, j'ai souvent fait des spectacles de drag queen, mais jamais très régulièrement. Ça m'est arrivé de travailler dans des soirées à Paris ou ailleurs et au début de soit me mettre en femme ou en drag, avec ou sans performance associée. Ça m'est arrivé de faire la porte aussi d'une soirée pour des amis qui faisaient une soirée, c'était marrant. Et donc ça m'a toujours taquiné de faire du drag, en tout cas de monter sur scène, mais je rechignais à sauter le pas parce que, comme tout le monde, j'avais mes doutes, mes peurs. Je me disais mais est-ce que j'ai vraiment du talent, est-ce que finalement vraiment le faire régulièrement c'est quand même aussi beaucoup de travail, j'avais déjà un travail, j'étais pas prêt à ce moment-là à quitter la sécurité financière et la reconnaissance sociale que ce travail impliquait. Cependant il s'est passé un truc mondial que tout le monde connaît et qui a fait réfléchir beaucoup de personnes, et moi y compris, qui est donc l'épidémie de Covid, qui a fait que j'étais déjà un peu plus ouvert à me dire ok, pourquoi pas. Et un jour, une copine drag queen qui s'appelle Ruby on the Nail m'a proposé de participer à sa scène ouverte lors d'une soirée avec un spectacle de drag queen qu'elle organisait. Et c'était juste à ce qu'on pensait être la sortie du Covid à l'époque, en septembre 2020, quand tout avait réouvert de façon un peu aléatoire et incompréhensible, et avant la mise en place du couvre-feu et finalement du deuxième confinement. Mais cette soirée qui a eu lieu en septembre 2020, à laquelle j'ai participé, pour laquelle finalement je me suis préparé, j'ai répété, il fallait que je choisisse un nom, parce que je sentais finalement aussi à l'intérieur de moi que c'était un peu, j'avais jamais vraiment eu de nom de drague, mais comme n'importe quel artiste, il faut avoir un nom. Et finalement j'ai fait un groupe projet presque avec des amis, tout ça, on a beaucoup parlé, il y avait plusieurs options, et on en est venu à l'évidence de ce nom-là finalement qui me correspond, puisque vivant moi-même dans une certaine fluidité de genre et je sais pas, ayant des affinités avec le gingembre et n'étant pas spécialement roux, mais j'ai déjà été roux, enfin bon, et Ginger d'ailleurs n'est pas toujours rousse. Et donc finalement après plusieurs échanges avec certains de mes amis, certains autres artistes que j'ai la chance d'avoir dans ma vie, ce nom est apparu un peu comme une évidence de Ginger Fluid, puisqu'il est à la fois efficace pour mon personnage de drague qui est elle-même aussi assez fluide de genre, et en lien avec moi, ma vie de tous les jours et ce qui m'anime, le gingembre étant une épice à la base, aussi d'épicer un peu ma vie, celle des autres. Tu nous as parlé du fait que tu te reconnaissais justement dans la fluidité du genre. Comment est-ce qu'au quotidien tu joues avec tous ces codes du genre sur la scène mis de côté, disons dans ton quotidien hors personnage Ginger Fluid, comment est-ce que tu joues avec ces codes du genre? Aujourd'hui, on vit tous dans une société dans laquelle beaucoup de choses sont intégrées de façon quasi verticale, et c'est ce qui fait que on est, sans le savoir et parfois sans le verbaliser ou sans le conscientiser, c'est très difficile de verbaliser ou conscientiser des choses qui sont intégrées depuis tant d'années. On est dans une société dans laquelle on sait tous, sans qu'on nous l'ait jamais expliqué de façon explicite, qu'il vaut mieux être blanc que noir, un homme qu'une femme, valide que handicapé, jeune que vieux, riche que pauvre, etc. Et c'est des rencontres et c'est presque des accidents sociaux ou sociétaux, vraiment des rencontres, des conversations. Et ce qui s'est passé depuis quelques années, où vraiment une libération de la parole, et tout ça fait beaucoup de sens encore avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais une libération de la parole, et donc
un affranchissement des codes, etc. Moi, sans jamais l'avoir identifié, cependant, toujours lié à cette même liberté dont on parlait, je jouais beaucoup avec les codes et notamment, je me mettais en femme ou je me maquillais. Petit à petit, après, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux. Selon les époques, il y a toujours eu des garçons qui avaient les cheveux longs, mais finalement, me concernant, à l'adolescence, j'ai donc les cheveux bouclés et j'allais contrarier cette nature-là. J'ai fait des choses horribles à mes cheveux. J'ai lissé, j'ai fait des lissages brésiliens, etc. Toutes mes amis coiffeurs m'en veulent encore, je pense, pour tout ça. Mais plus tard, j'ai embrassé cette nature, embrassé cet aspect de moi qui finalement allait aussi très bien avec ma personnalité. Et tout ça a été une dynamique assez homogène et cohérente d'acceptation de soi et de libération du regard, de la parole, mais aussi donc juste de simplification, puisque finalement, j'avais plus rien à faire que de juste laisser pousser naturellement et accepter cette nature qui faisait ma singularité et qui finalement fait complètement partie de ma personnalité. Et petit à petit, j'ai réussi à mettre des mots dessus, puisqu'il y a eu de plus en plus de personnalités, d'intellectuels, de moins intellectuels aussi, de personnes qui partageaient leur réalité, leur vision, leur approche du genre et notamment de la masculinité et de la féminité. Moi, je ne me reconnais pas à l'heure actuelle. Moi, je ne me suis jamais reconnu dans la masculinité au sens où on l'entend aujourd'hui, au sens de la virilité, de la société, des hommes et de ce rapport homme-femme, ni même finalement dans la féminité à 100%. Ce que je sais, c'est que je suis en revanche très à l'aise avec ma masculinité à moi et avec la part de féminité qu'elle implique. Et j'ai pas besoin de demander de validation pour ça, puisque c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, que seul moi connais et que seul moi peut décrire du coup. Et ce que j'ai dû expliquer parfois parce qu'on croise toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais du coup, toi, tu es plus… » En fait, moi, je suis moi et il n'y a que moi qui peut savoir ce que je suis. Et à toi d'attendre que je t'explique si tu veux le savoir, mais… Et t'as pas envie qu'on te colle des étiquettes dessus, t'as vraiment envie d'être toi, Arnaud, et pas du tout je suis plus un homme, je suis plus une femme ou je suis plus quelque chose, quoi. Oui, surtout qu'en fait, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains et on ne peut pas réduire la complexité, l'intériorité et la poésie de quelqu'un à un aspect de lui-même, que ce soit physique ou mental ou même fonctionnel. Je ne sais pas si c'est fonctionnel qu'on dit. On ne peut pas réduire quelqu'un à sa couleur de peau, on ne peut pas réduire quelqu'un à sa sexualité, on ne peut pas réduire quelqu'un à son genre, ou à son métier, ou à sa famille, ou à son milieu social, ou d'où il vient. Et est-ce que justement, tu as, au fil de ta construction, de ton rapport à l'autre, de ton rapport au genre pluriel, est-ce que tu as effacé des éléments de ton vocabulaire ? Ou au contraire, est-ce que tu en as déjà ajouté ? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne dis plus ou que tu dis volontairement autrement aujourd'hui ? Tout à fait. La libération des corps et la libération de la parole passe par une correction en quelque sorte et un enrichissement aussi du vocabulaire. Alors il y a toujours des gens pour dire que on ne peut plus rien dire, mais ce on ne peut plus rien dire est en fait la nostalgie d'un temps passé révolu dans lequel les communautés minorisées ne s'exprimaient pas puisqu'on ne leur donnait pas la parole. Il y a certaines choses que l'on disait avant qu'on ne peut plus dire si on est au courant et si on a compris dans quel monde on évolue et dans lequel on vit. C'est finalement une question de respect, mais aussi de responsabilité politique, chacun à son échelle. Moi, il y a quelque chose qui fait partie de moi et de mes valeurs, la valeur de la famille étant très importante pour moi. Ma maman m'a toujours dit, parce que j'avais plutôt des bonnes notes à l'école, mais elle m'a toujours dit, il y a l'intelligence sur le papier et il y a l'intelligence de vie. Et l'intelligence sur le papier ne suffit pas si tu n'as pas l'intelligence de vie. Et donc j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui m'a expliqué ça, parce que ça m'a permis de développer mon empathie et cette conscience de l'autre. Et pour aller plus loin, moi qui ai une affinité avec l'usage des mots, les symboles, et qui prend soin en règle générale de choisir les mots que j'utilise à dessein, j'ai notamment peu à peu commencé à essayer de m'affranchir d'un vocabulaire trop négatif pour rester dans un vocabulaire plus positif. Et je me rends compte que j'ai l'impression d'être globalement plus heureux aussi grâce à ça. Le mot « erreur », par exemple, me semble finalement assez peu efficace puisqu'on vit tous des expériences et même si l'on fait une faute d'orthographe, par exemple, c'est en apprenant pourquoi on l'a fait qu'on apprend à ne plus la faire. Mais est-ce que c'est vraiment… Le mot « erreur » est trop absolu et trop définitif. Il y a une notion de jugement, en fait, d'un mot « erreur ». Oui, et puis c'est négatif. On préfère se dire qu'on a vécu une expérience plutôt qu'on a fait une erreur. D'avoir de la bienveillance finalement dans l'approche des mots et se dire que ça a aussi un impact sur comment on encaisse ces expériences qu'on peut vivre au quotidien. Complètement. La bienveillance au sens
pure du terme, je dirais, puisque maintenant, malheureusement, ce mot a été trop détourné, galvaudé, notamment par les grands groupes, les entreprises, les médias, tout ça parle de bienveillance, mais les gens ont perdu le sens de ce qu'est la bienveillance. Moi, je préfère le mot sincérité. Et l'étymologie est incroyable pour ça, puisque parfois la réponse est sous nos yeux. La bienveillance, c'est le fait de veiller à être bon, être bien, faire le bien. Et du coup, l'utilisation du verbe veiller, en tout cas d'être en veille, ça rejoint justement ce dont on parlait avant. C'est une veille permanente d'écoute, de s'instruire, de partager, de se remettre en question. C'est un état permanent. Sur le sujet de la libération, on voulait aussi parler de toi, de la notion de coming out. Je sais que cette notion t'est familière. Est-ce que tu veux nous en parler ? Bien sûr, avec plaisir. Est-ce que par exemple faire son coming out, c'est se libérer ? Faire son coming out, c'est se libérer à plusieurs niveaux. Et ça rejoint ce que je disais au début, en fonction des différents niveaux de libération, de se libérer de qui, de quoi. Faire son coming out, c'est lâcher un secret déjà. C'est se libérer. Coming out, en 2021, le coming out, c'est une notion aussi fascinante que complexe et surtout qui évolue à une vitesse aujourd'hui incroyable et qui est aussi différente en fonction des endroits dans le monde dont on en parle, etc. Et même si on prend que la France, ça n'a pas la même valeur à Paris, en province, dans les grandes villes, à la campagne. Mais ça a toujours été une notion importante dans la culture gay. Alors ça revient finalement aussi à ce que j'évoquais avant, de mettre une étiquette sur quelqu'un, se mettre une étiquette à soi-même, donner un mot à l'autre pour nous identifier. Alors que, par ailleurs, aujourd'hui, surtout maintenant, on a conscience qu'on ne veut pas être réduit à ça. Et donc de plus en plus, et c'est génial, il y a les jeunes générations qui ne font pas de coming out, qui ne vivent pas ce besoin d'annonce, ce besoin de révélation à la famille, aux amis. Ils le vivent et ça n'est pas un sujet. Finalement, on est entré dans le siècle de la liberté, je crois, et chacun vit, sa réalité, son genre, son orientation sexuelle et aussi sa poésie, ses études, enfin que sais-je, tout. Mais le coming out, c'est en effet surtout se libérer de soi-même et se libérer du secret. Dans la préface de la pièce de théâtre Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard, qui a été adapté au cinéma par Xavier Dolan, l'auteur dit « Avant d'apprendre à aimer, les homosexuels apprennent à mentir ». Le coming out, c'est aussi se libérer de ça, se libérer du mensonge, de cette double vie, de cette identité secrète. C'est renouer avec sa famille aussi, parfois. Ou parfois ça mène à une rupture, malheureusement. En tout cas, un alignement de soi par rapport à sa réalité et à ses relations. Une sincérité, finalement. Finalement, faire preuve de sincérité, arrêter de mentir aux autres, arrêter de se mentir aussi à soi-même. Parfois, une simplification, toutes choses égales par ailleurs, de l'équation. C'est quoi pour toi l'intimité, Arnaud ? L'intimité, pour moi, c'est beaucoup de choses qui sont interdépendantes et qui se passent au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'intimité de soi, l'intimité des autres. C'est aussi partager l'intimité de quelqu'un, de sa famille, de ses amis. C'est la confiance, c'est la transparence. Mais c'est aussi, du coup, très proche de l'amour. C'est donc la joie et la souffrance. L'intimité, c'est aussi un espace de liberté. L'intimité, c'est censé être là où on est soi-même, sans masque, sans artifice. L'intimité, c'est se mettre à nu, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Merci beaucoup, Oui, Arnaud. merci. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, @nidé_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite.